Salut à tous et bienvenue dans ce débriefing WRC. Ben oui, on a nous aussi décidé de faire un débriefing dès aujourd'hui pour surfer sur la vague Sébastien Loeb. Et quelle vague! 9 fois champion du monde, Sébastien Loeb. Alors c'est vrai qu'avec Vincent Renvanzier, on en parlait il y a quelques instants. Bien sûr, ce n'est pas vraiment une surprise, mais ça a eu le mérite d'avoir lieu encore une fois chez lui en Alsace. Ça a été un énorme succès populaire. Et puis, 9 fois, comme il l'a dit également à la télévision, Nonub, je ne connaissais pas le mot, bah lui aussi, il va devoir, comme nous tous, s'habituer à ce terme. N'est-ce pas, Vincent? Ah ouais, complètement. C'est même pas une vague, là, c'est un tsunami, une déferlante qui a débarqué sur le WRC, parce que les chiffres, on y reviendra, ils sont complètement éloquents tout au long de sa carrière. On pourra rajouter aussi quelque chose, la dimension du sportif. On a des exemples récents dans d'autres sports où on peut avoir des petites désillusions. Il n'était pas forcément préparé à ça et s'en est parfaitement tiré. Et moi, j'ai senti un peu d'émotion ce week-end. Sur le podium, là, autant les autres fois, il enchaînait les victoires. Là, il a annoncé sa retraite pour 2014 sûr, pour 2013 quelques apparitions. Et là, je crois qu'il est en train de prendre conscience de ce qu'il a fait, ou en tout cas de l'engouement populaire qu'il a suscité. C'est le rallye Sébastien Loeb qui a été créé il y a 2 ans, et depuis 3 ans maintenant. Et là, bon, bah, ça y est, on y est. Il l'a dit d'ailleurs, j'avais envie de revivre les émotions que j'avais vécues ici même en 2010. C'était la première fois qu'il y avait ce rallye au championnat. Et en plus, il avait été sacré pour la 7e fois champion du monde. Parce qu'après tout, il avait dit aussi au début du rallye, je n'ai pas forcément besoin de vaincre pour être champion, mais on le connaît, Sébastien Loeb, vaincre. Ouais, être champion sans vaincre, c'est pas non plus sa tasse de thé. Donc il a tout fait aussi pour être devant son public, certainement déjà sur la plus haute marche du podium pour fêter ça. Ah bah oui, c'était complètement. Enfin, ça fait un moment qu'il dit ça. Il avait dit la même chose en Finlande. Je suis pas obligé de gagner pour jouer, pour défendre ma place au titre. Il a gagné. Il nous l'avait dit en Nouvelle-Zélande, il nous l'avait dit en Allemagne. Et là, sur asphalte, chez lui, avec des spéciales qui passaient. Alors, il y a la super spéciale à Agno, et il y avait aussi une spéciale, c'était alors Beachviller, je crois, Gris, où c'était à 4 km de là où il a grandi, là où il a commencé en fait à faire des appels contre appels, à s'entraîner, alors qu'il ne savait même pas que le rallye existait. Et ben, il n'a pas pêché par orgueil. On aurait pu supposer qu'en grand champion qu'il est, bah là, c'est son terrain de jeu. Là. Il n'y avait personne qui pouvait le battre. Non, non, il avait comme objectif devenir une 9e fois champion du monde, assurer le coup chez lui, et il l'a fait. C'est quand même extraordinaire quand on y pense, parce qu'il faut déjà presque commencer justement à faire une sorte de bilan. Tu l'as dit toi-même, l'année prochaine, ça sera un petit programme, sauf à la limite imprévu, mais on peut déjà commencer à faire un bilan. 9 ans, mais 9 ans sans que personne d'autre n'ait pu avoir la chance d'être champion ou en tout cas la chance de le battre. Quand on y réfléchit bien, c'est quand même assez extraordinaire. Ah oui, puis on compte les fois où il a raté les fins de saison. C'était quand il était chez Chronos, l'écurie privée. Donc il a raté 4 manches avec une clavicule cassée. Il y a eu des fois où c'était serré avec Mikko Arvonen, où ça s'est joué à très très peu de choses. Il y a eu un dénouement au RAC l'an dernier, puis il y a eu encore en 2009, je crois, où c'était aussi très, très serré. Il abordait carrément avec un point de retard. Bon, voilà, c'est un grand champion. Moi, j'ai fait les calculs. Donc, c'est sa 75e victoire. Il a pris 162 départs en WRC. Mais là-dessus, on compte tout. On compte aussi les années où il a été champion junior avec une Saxo où il ne pouvait pas s'imposer, où il avait une Corolla avec l'équipe de France junior. Qui n'était pas non plus, c'était une voiture privée où il ne pouvait pas s'imposer. Il y a eu quelques participations pour s'entraîner en Finlande. Donc, si on vient en tant que pilote officiel, on peut dire que quand on prend le départ, quand il a pris le départ d'une manche de WRC, il y avait une chance sur 2 qu'il gagne. Il y avait 3 chances sur 4 qu'il termine sur le podium. Il y avait une chance sur 10 qu'il abandonne. Ça, il a changé quand même la nature du sport où voilà, on ne pouvait jamais prédire, il y avait beaucoup d'imprévus. Là, on l'a vu encore ce week-end. Tout le monde y allait de sa petite faute. Et il y en a un qui y a échappé, c'est lui. Il a fait un tout petit tout droit dans un champ parce qu'il y avait de l'eau, parce qu'il était le premier sur la route. Le premier sur la route. Hein, et voilà, il évite les soucis. Au Monte-Carlo, il demandait à ses ouvriers de lui indiquer là où il y avait de la neige, mais là où il y avait des spectateurs susceptibles de mettre de la neige sur la route, d'en ramener, parce que ça faisait partie du jeu. Et voilà, il a donné une autre dimension quand même au rallye. Il en a fait une science exacte, alors que c'est loin d'en être une. Et ça ne va pas l'être, je pense, pendant un long moment. Voilà, c'est un phénomène.
Et moi, ce que j'aimerais qu'on aborde, parce que en fait, ces victoires, ces 75, c'est en 10 ans. La première, c'était en Allemagne 2002. Et là, on est en France, on est 10 ans après. Ça fait 75 en 10 ans. Ça fait une sacrée performance. Voilà, ça fait annuelle. 7,5 par an. Voilà. En Mais moyenne. là, il est pratiquement dans la moyenne, hein, puisque déjà là, on en est à la 8e cette Sur année. 11. Sur 11 rallyes disputés. Il y en a encore 2, donc les stats peuvent encore monter. C'est ça qui est hallucinant, c'est que pratiquement à chaque saison, il remettait en route une sorte comme ça, de jeu où on pouvait encore battre les stats de la saison précédente sans jamais vraiment être blasé, en étant toujours au sommet de son art. Voilà, et sans oublier qu'il y a eu les règles de balayage où il a été défavorisé pendant très longtemps. On a changé les règles quand Marcus Grönholm est parti à la retraite. Je crois que c'est tombé à peu près au même moment. On a eu peur qu'il domine et qu'il tue la catégorie. Alors il s'est lancé toujours devant, il devait balayer. Et on a vu cette année que c'était handicapant, on l'avait vu par le passé. Il n'empêche qu'il a toujours été là malgré ses handicaps. Il a réussi à les surmonter et à gagner. Donc chapeau à lui. Chapeau à lui, puis aussi, on va tirer un coup de chapeau aussi à Daniel Elena, parce que... Et à l'équipe Citroën, et à l'équipe Citroën, c'est un ensemble. L'équipe Citroën, qui elle aussi est habituée, puisque là, on en est au 8e titre également de champion du monde, avant même que la saison ne soit terminée. Encore une fois, grâce à des pilotes comme Loeb, mais aussi à des pilotes comme Hirvonen, qui cette année, ou comme auparavant, Dani Sordo ou Sébastien Ogier, ont toujours été là également pour amener des points à l'équipe. Pour être un champion au niveau constructeur, il faut 2 voitures qui fonctionnent, ça tu es d'accord. Et puis sur pied, bien évidemment, Daniel Elena, parce qu'un pilote ne sera en rallye jamais tout seul champion du monde. Il faut être 2 pour cela. Et voilà, Daniel, bravo à toi aussi. Bah oui, un copilote, ça peut faire des erreurs. On l'a vu ce week-end avec Nicolas Gilsoul. Et tout au long de sa carrière, Daniel Elena, il n'en a pas fait beaucoup des erreurs. Moi, je me souvenir que de 2. En plus de 10 ans de carrière, il y a eu un coup, quelque chose qui n'était pas clair sur un routier, donc une panne sèche, c'était en Turquie, je crois, il y a très longtemps. Et puis au Japon, le 130 au lieu de 130 moins. Par rapport au nombre de notes qu'il peut donner sur une année, et alors si on traduit maintenant sur 10 saisons, c'est quand même extrêmement peu. Voilà, c'est donc le binôme qui est quand même assez performant dans son ensemble. Et d'ailleurs, il va être... il restera. Il a dit, je ne repartirai pas, Daniel Elena. Il a découvert un autre Sébastien Chardonnay qui l'a aidé. On en reparlera avec Éric Briquet. Oui, parce qu'on vous fera un deuxième Rallye de France. Typiquement Rallye de France, avec bien sûr Éric qui était sur le terrain et qui a vécu tout ça. Mais c'est vrai que là, c'était difficile quand même de ne pas faire honneur à ce champion qui est Sébastien Loeb. Le chiffre 9, si on regarde bien, si on rajoute, Vincent en a parlé tout à l'heure, le titre de junior également, ça fait 10. Des champions, quel que soit le domaine, quelle que soit la discipline, des hommes qui ont été 9 ou 10 fois champions du monde, d'enfants plus 9 fois successivement, ça n'existe pas, hormis cet extraterrestre qu'est Sébastien Loeb. Ah oui, complètement. Et encore plus en rallye, il y a eu des périodes. Et pour qu'une écurie domine, il faut qu'il y ait les bons ingénieurs, il faut qu'ils restent, il faut que ce soit bien structuré, il faut qu'il y ait des bons pilotes qui poussent les ingénieurs, il faut qu'il y ait des bons copilotes. C'est une mécanique. En fait, c'est beaucoup plus facile de perdre que de gagner. Et ce qu'ils ont fait, mais tous ensemble, là on peut englober tout le monde avec les équipiers, que ce soit Dani Sordo. Il ne faudrait pas oublier Colin McRae et Carlos Sainz qui ont aidé à préparer, à régler la Citroën Xara au départ, parce qu'au départ il y avait quand même des difficultés, notamment sur la terre. Sébastien Loeb qui a appris à régler une voiture à leur contact, qui a su le faire après le reproduire sur la Xara pour la faire progresser, sur la C4, là c'était son œuvre, sur la DS3. Donc non, voilà, une telle réussite, c'était pas arrivé depuis longtemps. Si en termes de victoire française, il en compte plus de la moitié en rallye. Si on cumule tous les pilotes, mais on compte depuis 73, on compte Jean-Luc Terrier, on compte Bernard Darniche, on compte Didier Auriol, on compte Michel Mouton. Enfin, il y en a un paquet, Gilles Panizzi, François Delcourt. Enfin, on va pas tous les Jean-Pierre Nicolas. On veut vexer personne. Mais quand même, on ne sait jamais sur on va en oublier forcément. Mais voilà, Bernard Béguin. Tout à fait. Il y en a plein. Voilà, c'est quand même incroyable quand même ce qu'il a réalisé. Et moi, je voudrais rajouter là-dessus l'homme derrière tout ça, parce que voilà, il a découvert le rallye. Enfin, il a découvert le pilotage. Il ne savait pas que le rallye existait. Il n'y a jamais eu d'histoire, que ce soit en formule de promotion, de coups un peu tordus. Il a toujours été honnête, toujours très honnête dans ses interviews. Il a toujours valorisé ses adversaires. Voilà, il traîne 0 casserole avec ses supporters. Il y en a tellement, bien sûr, il ne peut pas combler tout le monde. Oui, mais il est obligé de monter sur le toit de sa voiture pour grimper dedans.
Et voilà, ça doit être quand même dur à gérer avant de remonter dans sa voiture pour se reconcentrer. Il arrive à le faire parfaitement, malgré la pression, malgré l'émotion, parce que moi j'en ai senti sur le podium. Il y en avait. Il y en a eu, voilà, effectivement, pour plein de raisons, mais c'est vrai qu'il y a eu de l'émotion. Alors, il a un petit peu, on va dire, comme nous tous, comme l'équipe Citroën, il va passer par une sorte de sas de décompression la saison prochaine, parce que c'est vrai aussi que comment imaginer que ça s'arrête brutalement, tout ça, alors qu'on sait qu'il est toujours aussi compétitif, qu'il est toujours aussi bon et qu'il serait capable d'en aligner un 10e certainement, ou pourquoi pas plus. Il faut bien que carrière s'arrête, il faut bien qu'à un moment donné on passe à autre chose. 9 ans de carrière, voire un peu plus, mais en tout cas 9 ans au sommet, c'est déjà énorme. Et pareil, dans la vie d'un sportif, c'est quelque chose d'assez surnaturel. Là, on va passer par un sas de décompression. Comment tu le vois, ce sas, y compris pour Citroën et pour son entourage? Il va peut-être falloir s'habituer à vivre autrement et autre chose. Moi, je pense que ça va être plus facile pour lui que pour Citroën. Enfin, c'est une impression parce qu'en fait, même malgré son emploi du temps géré, on l'a vu plusieurs fois faire des courses de Porsche Carrera Cup, dont une victoire à Pau. On l'a vu participer aux 24 heures du Mans avec des bons résultats. Moi, j'ai le souvenir qu'avec le proto Pescarolo, la première fois, il roulait sous la pluie au proto du Mans. Il a été le plus rapide des trois, mais de tout le monde, de tout le plateau. Bon, après, ça a évolué, mais il y avait Tom Christensen, il y avait les spécialistes. Et puis, il a un nouveau défi, il a le WTCC, il a son écurie où il pourra aussi rouler et s'entraîner. Donc, je pense qu'à la limite, pour lui, je pense qu'il y aura peut-être des essais. On lui demandera de rendre des services sur la DS3 pour peut-être donner des choses. Donc, lui, il va trouver à s'occuper. En revanche, pour Citroën, ça risque d'être plus compliqué parce qu'il y a Hirvonen qui est en place, c'est bien. Je vois en deuxième pilote, moi je vois bien Dani Sordo. On sait qu'il Dani Sordo. Il est allé à Satori. Sordo qui est aussi en contact avec Volkswagen. Et Ford éventuellement. Ford, donc, enfin, bon, tout le monde est en contact avec tout le monde, on va dire aujourd'hui. Tout va dépendre. En fait, je pense que ça va se déverrouiller quand Jari-Matti Latvala aura annoncé son choix. Mais bon, ça sera forcément autre chose. Ça serait pas plus mal de repartir avec des gens qu'on connaît, je pense, chez Citroën. Et c'est pour ça que moi, je pense que la paire Sordo-Hirvonen, ça serait peut-être pas mal. Maintenant, ça va aiguiser l'appétit de beaucoup de monde en face. Bien sûr. Il faudra voir ce que donne l'Apollo. On ne sait pas encore par rapport à la concurrence. Il faudra voir ce que fait Jari-Matti Latvala parce que chez Ford, s'il n'y a plus Jari-Matti Latvala, moi je pense que ça va marcher peut-être moins bien. Un petit peu dur. Oui, même si on fait appel à un bon pilote comme Mats Rosberg, mais ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis du coup, le fait qu'il y ait plus Log, parce qu'il y a eu un complexe Log, je pense. Il y en a eu chez Peter Solberg, c'est évident. Il y en a eu chez Dani Sordo. Oui, il y en a eu partout. Bon, c'est normal. Ça va peut-être aiguiser des adversaires. Ouais. En tout cas, voilà. Un premier bilan de ce Rallye de France et un premier débriefing WRC avec Vincent. Pour dire encore une fois bravo à Sébastien Loeb, bravo à Daniel Hena et bravo à Citroën pour ces titres enfilés comme des perles. Ça paraît peut-être facile de là où nous sommes, mais ça n'est certainement pas pour rester comme cela au plus haut niveau mondial. Ah non, ça c'est sûr. Quiconque a fait du rallye, c'est que c'est incroyable. Moi j'ai en mémoire le Portugal l'année dernière, quand il a été gêné par la poussière de Mikko Hirvonen. Alors déjà sur un circuit dans le feu de l'action, dire on a perdu tant de temps sur un tour, alors que c'est quand même beaucoup plus régulier, c'est pas forcément évident, suivant des sensations qui pouvaient être plus ou moins bonnes. Alors je sais qu'ils ont les partiels, mais là dire on ne peut plus jouer que la 3e place, et c'était effectivement le cas, même si ça s'est transformé en 2e par un pépin mécanique. C'est un 6e sens. C'est exactement ça. Vincent, on te retrouvera également donc en compagnie d'Éric Briquet pour un deuxième débriefing WRC spécial Rallye de France, Rallye d'Alsace. Salut à tous. Salut.